Alors on va donc attaquer notre deuxième partie qui sera consacrée au film It, ou Ça en français. Pour rappel, ça est un livre écrit par Stephen King, publié en 1986. Une première adaptation a été faite en 1990 en téléfilm qui est ensuite devenu culte au fil des années. Ensuite, le projet d'adapter le livre en film pour le cinéma existe depuis 2009, où un premier scénariste avait été engagé sous le nom de David Kashganish. C'est en 2014 qu'un premier réalisateur est choisi, Kari Fukunaga, qui a réalisé entre autres la série True Detective. Il écrira notamment plusieurs scripts, dont certains sont encore disponibles sur Internet. Et surtout, un premier acteur avait été choisi à ce moment-là pour incarner Pennywise, c'est Will Poulter, qu'on avait vu récemment dans le film Labyrinthe, et un autre film qu'on parlera en troisième partie. En 2015, Fukunaga décide de quitter le projet à 3 semaines du tournage, apparemment pour cause de désaccord avec le studio. Il sera donc remplacé par Andrés ou Andy Muschietti, réalisateur de Mama, entre autres. Et le clown va aussi changer d'acteur, puisque Will Poulter sera remplacé par Bill Skarsgård. Putain, c'est la journée des noms compliqués à dire. Le film est donc sorti en septembre dernier, a battu de nombreux records au box-office, et est devenu aujourd'hui le film d'horreur le plus rentable de tous les temps, devant L'Exorciste. Donc ce que je vous propose, c'est de donner votre avis sur le film, d'abord sur le téléfilm, en 90. Tout le monde l'a vu en étant jeune, est-ce qu'il vous a fait peur, et comment vous voyez, quand vous revoyez le téléfilm aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Petite anecdote, tant que t'as fait la généalogie un peu du projet, il y a aussi les frères Duffer qui ont été intéressés par la réalisation de ça. C'était peut-être avant 2009 d'ailleurs. Et en fait, la Warner les a envoyés bouler en disant que non, ça ne les intéressait pas de se lancer dans une nouvelle adaptation de ça. Ouais. Et du coup, c'est ce qui les a inspirés pour faire la série Stranger Things. D'accord. Ils ont fait Stranger Things du fait que en fait ça leur avait été refusé. D'accord. Donc c'est quand même marrant parce on pourra en reparler tout à l'heure, mais il y a des similitudes qui ont été souvent énoncées par rapport aux ressemblances entre ça et Stranger Things. D'accord. Donc ils leur ont piqué un acteur déjà. Oui, déjà, ouais. Ok, bah vous pouvez donner votre avis sur déjà le téléfilm. On va commencer par le téléfilm. Ouais. Le téléfilm, moi je l'avais vu étant gamin. J'avais pas plus de 4 ou 5 ans. Bon, à l'époque j'étais gosse, hein. Il m'avait traumatisé. Je me rappelle avoir fait des cauchemars sur le clown, et à un moment je me rappelle, j'avais rêvé être à la place du gamin là devant la bouche d'égout. Bon, hein, j'avais 4 ou 5 ans, hein, je suis excusé, hein. Bon, je l'ai revu récemment. Sur TMC. Sur TMC, oui, je pense. C'était une chaîne de la TNT donc TMC, voilà. Ouais, bah donc du coup je le vois avec une vision d'adulte et une vingtaine d'années plus tard. Il est pas inintéressant le téléfilm. Et ça fait pas peur, effectivement. Je dirais même que c'est un peu mal vieilli quand même. Mais c'est pas inintéressant, hein, c'est regardable, hein, mais ça, globalement, c'est un peu mal vieilli. C'est un téléfilm, la mise en scène est assez pourrie, quoi. Enfin, faut le dire, hein, pas trop d'effets particuliers, c'est carré. Enfin, je veux dire, voilà. Après, les effets spéciaux sont horribles. Le clown, en fait, le clown en lui-même est bien fait. Mais le film n'existe que pour ça, quoi, parce que le reste tout autour, c'est nul. Même les enfants, moi, je les trouve nuls. Enfin, on ne ressent pas la peur à travers eux, quoi. Ça rigole, ça s'éclate, mais après c'est tout, quoi. Et puis pour les adultes, c'est pareil, quoi. Enfin, je veux dire. Puis la fin, elle est ridicule. Enfin... Ouais, je sais pas si on peut raconter la fin, oui. La bestiole qui se transforme en araignée géante et elle meurt à coups de cailloux, bon. Oui. On pourra revenir là-dessus quand même, là. T'es un peu sévère. Parce que moi, je l'ai vu une fois, étant petit, je sais pas quel âge j'avais. Et tu n'as pas lu le livre, donc du coup, c'est sûr qu'il y a des choses qui t'échappent par rapport à ce final. Ah, ça, c'est certainement. Bah oui. Et comment je sais plus ce que je dis, j'ai du coup. Tu parlais par rapport à l'araignée. Non, je sais plus. Mais je reviens sur ça, je rebondis sur ça. C'est en fait dans les deux adaptations, que ce soit le film ou le téléfilm, ils respectent pas dans la partie enfant quand ils sont dans les égouts, parce que dans le téléfilm il n'y a pas d'araignée et dans le film de 2017 non plus. Alors que dans le bouquin il y a bien une araignée qui apparaît quand ils sont enfants. Ils font le rituel de chute
Mais dans aucune des deux adaptations, l'araignée n'apparaît pas. Laquelle adaptation? Les deux, que ce soit dans le film ou dans le téléfilm, quand ils sont enfants, il n'y a pas d'araignée, alors que dans le bouquin, Ah oui, d'accord. Donc voilà, William, ton avis sur le téléfilm? Bah, le téléfilm, ouais, je l'ai vu quand j'étais gamin. J'étais tellement pas prêt. Je regarde, c'était un dimanche, donc je vois un vieux téléfilm M6. Je me dis, bon, ça va être tout pourri. C'est mes parents qui l'ont regardé. Je suis juste passé dans le salon, et puis boum, je vois un clown qui bouffe un enfant. Donc fatalement, ça a tendance à traumatiser un gosse. Et puis, bah ouais, quand je le regarde, évidemment, le film, il a mal vieilli. Mais il y a quand même une sorte de nostalgie qui fait que je peux pas le détester, en fait. Et puis il faut voir que la VF, quand on regarde en VF, il y a la VF du téléfilm quand il était passé à M6 quand on était gosse, et puis il y a la VF du DVD et du Blu-ray qui, par contre, ils ont refait la VF et c'est une catastrophe. Ah ouais? Ouais. Oui. Notamment le clown, il n'y a plus les effets. Il y avait un petit effet sur la voix du clown qui était un peu flippant dans la version qui est passée sur M6. Et dans le DVD, c'est estompé. Du coup, puis les voix des enfants, c'est ridicule. Il y a des traductions qui sont mal faites en plus dans la partie DVD. Non, c'est vraiment pas terrible. Je conseille pas, si vous voulez le revoir, faites bien attention à que ce soit un doublage d'origine. Celui qui est passé à la télé là, sur la TNT, là, c'était lequel? Ben, je pense que c'était le doublage d'origine parce qu'apparemment Nathan parlait d'un espèce d'effet et je me rappelle que quand j'entendais le clown parler, il y avait une espèce de résonance dans la voix du clown. Donc je pense que c'était le doublage d'origine. Je dis bien je pense, hein. Je suis pas sûr. Je peux pas te dire, je regarde plus la télé. Donc. Ok, je crois qu'il y a encore quelqu'un qui a pas donné son avis sur le téléfilm. Oui. Ouais. Alors moi pour ma part, alors téléfilm très 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 important pour moi. Pas pour ses qualités, hein, mais pour l'impact que ça a eu sur moi, parce que comme moi ça m'a vraiment fait un électrochoc de traumatisme hein, dans l'enfance. J'ai dû voir pareil par hasard, je sais plus, avec c'était ma sœur ou je sais plus. On s'est dit tiens on va regarder ça, ça a l'air sympa le film et tout ça. Et puis première scène avec la gamine et le clown derrière les draps là. Et là. Ouais. Oh. C'est ça. Ok, donc ouais non, puis après les égouts avec Georgie, tout ça, bon, gros traumatisme qui a été bon en fait au final parce que ça m'a tellement fait flipper que je me suis intéressé après à Stephen King. Il y avait aussi toute la vague téléfilm du genre Les Langoliers, enfin tous ces trucs là qui m'ont poussé aussi après à m'intéresser à Stephen King parce que quand j'étais gamin, quand un truc me faisait peur, j'avais tendance à le creuser et ça me donnait envie en fait, je sais pas, c'est un peu peut-être un peu sadomaso, j'en sais rien, mais en tout cas après je me suis intéressé aux bouquins et j'ai lu les bouquins, je sais plus, j'étais encore assez jeune et non ça a été vraiment une découverte quoi ce roman et à l'heure actuelle c'est vraiment un de mes livres préférés. Il a vraiment eu une importance même dans mon rapport à l'écriture, à la lecture. Même ma construction d'enfant, passage à l'âge adulte en plus, c'est la thématique du livre, hein, donc c'est. Et le téléfilm y est pour beaucoup parce que ce téléfilm-là ne m'aurait pas tant traumatisé, mais c'était au point où quand je voyais la gueule du clown dans le programme télé, je le refermais quoi. Je me disais non, ils vont pas repasser ce truc-là, j'espère pas. Tu vois, je changeais de chaîne quand je voyais la bande-annonce sur M6 quand il y a eu les multiples diffusions. Donc vraiment gros trauma, vraiment. Hein. Bon, ça peut peut-être faire rire maintenant, je pense peut-être des ados ou des jeunes qui verraient ça maintenant. On est tellement habitué à voir des trucs bien pires, mais à l'époque il y avait quand même un côté malsain dans le sens où c'était très bizarre en fait comme histoire parce que c'est un clown mais c'est pas un clown, il bouffe des gamins, le truc qui quand toi t'es gosse, enfin c'est le truc en plus qui te marque le plus, qui s'attaque pas aux adultes et puis il y a que les enfants qui le voient. Alors toutes ces thématiques là malsaines dans le contexte de l'enfance m'ont beaucoup marqué, je pense qu'elles ont beaucoup marqué tous les gosses de notre génération. Et donc vraiment gros trauma. Après c'est vrai avec le recul, je me les suis refait les deux parties vers la vingtaine, enfin 18-20 ans, je sais plus. Donc un gros cap, hein, j'avais pu regarder le téléfilm, j'avais bien lu le livre, mais j'avais plus revu le téléfilm parce que bon là, et c'est pas terrible effectivement en termes de réalisation, tout ça. Ouais, il fait pas peur quand t'es adulte, il fait pas peur quoi. Non, il fait pas peur, Mais il y a quelques bonnes idées, bonnes trouvailles même techniques. Je serais pas de ceux qui critiqueraient trop les effets spéciaux parce que pour un téléfilm, il y a quelques effets quand même qui sont
pas trop mal foutu. Oui, Je sais pas si vous vous souvenez, mais notamment le clown, là, quand le premier affrontement avec les enfants, tout le moment où il dimorphie, il passe dans les égouts, tout, on dirait de la pâte à modeler. Pour l'époque, c'est quand même pas mal fait pour un téléfilm. Donc, bon. Ouais. On entend des voitures. Je sais pas qui a la fenêtre ouverte. C'est moi. Pour tout vous dire, pour l'anecdote, quand j'ai découvert ça quand j'avais 4 ans, et je pleurais déjà rien que devant le générique, la musique du générique. Je commençais déjà à pleurer tellement j'avais peur. Mais c'est ça. Ah non, mais ça, je crois que c'est un des points les plus positifs du film. Je crois que c'est la musique qui je trouve géniale dans le film. Ah, elle est bien la musique, ouais, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu revois le film en 2017, qui a pris un énorme coup de vieux, c'est très mal joué. T'as certains effets spéciaux. Enfin, l'araignée, elle est ridicule. Je pense qu'il pouvait quand même mieux faire pour l'époque, parce que c'est ça quand même sorti en 90. On faisait, je pense, déjà mieux. Surtout dans le téléfilm, on se demande où elle sort l'araignée. Là, tout d'un coup, c'est la surprise. Le clown se transforme en araignée. C'est totalement inattendu. C'est vraiment mal fait. Hein. Grosse erreur de notre part. Je viens de me rendre compte. On n'a même pas résumé l'histoire pour ceux qui connaîtraient pas trop, en fait. C'est vrai. On a parlé du téléfilm. Donc déjà ça, à la base, le concept de base, qu'est-ce que c'est ? Bah c'est une créature multidimensionnelle, on va dire, un truc comme ça. Enfin une créature sans polymorphe. Que les héros de notre histoire appelleront ça, à défaut de mieux, parce qu'ils n'arrivent pas à la nommer, c'est l'innommable. Donc c'est une créature en fait qui vit dans une petite ville de Derry et qui se réveille selon un cycle de 27 ans. Et donc tous les 27 ans, pendant environ une année, en fait, elle mange des enfants. Et elle prend notamment l'apparence d'un clown, puisque c'est plus facile pour cette créature, pour attirer les enfants. Et elle ne mange pas véritablement les enfants en tant que tels, mais c'est surtout les peurs de l'enfance qui la nourrissent. Donc en fait, elle se nourrit, c'est une créature qui se nourrit des peurs des enfants. Jusqu'à donc un fameux été donc dans le livre c'est 50 dans les années 50 où un groupe d'enfants donc qui se nomment eux-mêmes les losers, le club des ratés, ne se laissent pas faire et en fait s'unissent pour affronter la créature. Ils pensent l'avoir vaincu, sauf que 27 ans plus tard, ça est revenu et donc du coup il faut qu'ils fassent face à leur démon d'enfance et qu'ils se décident à retourner dans la ville de leur traumatisme pour mettre fin une bonne fois pour toutes à ça, le tuer, voilà, pour resituer. Très bien résumé. Ok, juste pour dire aussi que pour moi c'est aussi mon livre préféré. Je l'ai lu il y a seulement 3-4 mois et ça a été une révélation pour moi. J'ai dévoré le bouquin en même pas 2 semaines et je le considère même devant Jurassic Park comme mon livre préféré maintenant. Donc c'est récent. Tu as découvert vraiment récemment avec le film là. Ouais, c'est plusieurs personnes qui m'ont dit faut vraiment que tu le lises si t'as aimé le téléfilm, lis le livre. Et vraiment, c'était la révélation pour moi. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle maintenant du film qui est sorti donc au mois de septembre. Est-ce que vous l'avez tous vu? Donc vous pouvez donner votre avis sur le film. Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous avez aimé l'ambiance, etc. Je vous laisse y aller. William, si tu veux commencer. J'ai aimé le film. De toute façon, à partir du moment où ils ont commencé le tournage, montré les premières photos, il y a aucun moment où j'ai eu peur en fait de tomber en face d'un mauvais film. Je sais pas, j'ai eu une espèce de confiance aveugle complètement injustifiée, mais au final, j'ai bien eu raison. Et ouais, j'ai aimé. Il fait pas peur, mais ça, c'est pas forcément une histoire qui est faite pour faire peur, en fait. Il y a plein d'autres thèmes qui sont autour et il peut faire peur, mais il y a plein d'autres choses intéressantes dans le livre, et dans le film aussi. Donc, je pense que ce qui me touche le plus dans l'histoire de ça, en fait, c'est quand j'ai découvert le téléfilm, quand j'étais gosse, c'était des gamins qui se baladaient dans la forêt, qui affrontaient un méchant clown, et moi j'habitais dans un lotissement avec un bout de forêt à côté de chez moi, et avec mes potes, on allait faire des cabanes, enfin ce genre de choses. Puis maintenant que je suis adulte et que j'ai grandi, je me sens proche de la deuxième partie, donc fatalement ça me fait plaisir de retrouver cette histoire au cinéma. Enfin, sur le devant de la scène. Pour l'anecdote, c'est ce qui est drôle, c'est que le film est sorti 27 ans après le téléfilm, ce qui correspond au cycle dans lequel réapparaît ça dans la vie de Derry, dans le livre. Voilà. Petite anecdote.
En août 89, le mois de ma naissance. Au symbole. Ok. Thomas, si tu veux y aller aussi. Moi, il faut savoir que je l'ai vu sans aucun souvenir du téléfilm, parce que le téléfilm, je l'ai seulement revu quand il est passé à la télé après l'avoir vu au cinéma. Enfin, le nouveau film. Et, donc, je l'avais vu quand même le téléfilm étant petit, mais je n'avais pas gardé un souvenir particulier. Enfin, je me souviens avoir peur sur certaines scènes, mais sinon, voilà quoi. Enfin, j'ai jamais eu envie de le revoir par la suite. Alors du coup, c'est une totale découverte pour au niveau de l'histoire, et moi j'ai trouvé ça dans la première partie très très répétitif. J'ai trouvé que c'était toujours les mêmes situations. Il y a un gamin, il y a un monstre qui apparaît, enfin une peur qui apparaît, et puis le gamin s'en sort toujours quoi. Enfin très très répétitif. Du coup, ça m'a saoulé vraiment. Enfin, la première partie m'a vraiment saoulé quoi. Et ensuite, une fois que ils vont, me semble, à la recherche dans la baraque là, ça m'a un peu plus intéressé. Il y a des moments visuels intéressants, il y a une bonne ambiance, et là, ça a remonté dans mon estime quoi. Donc globalement, je le trouve pas mal, mais sans plus. Je m'attendais à mieux que ça par rapport aux critiques totalement positives que j'ai pu lire, mais je trouve que c'est un peu surestimé. Ok. Simon, si tu veux y aller aussi. Bah moi, ouais, contextuellement en fait, moi j'ai redécouvert cet univers parce que j'ai vu le téléfilm avant d'avoir vu le film au cinéma. Donc 2 jours avant, avant de voir le film en lui-même, j'étais déjà imprégné de l'histoire, des grandes lignes de l'histoire, on va dire de ce qui allait se passer. Donc moi j'ai pas lu le bouquin, donc, moi je suis complètement vierge de toute littérature sur la question. Puis vierge de toute lecture de Stephen King d'ailleurs, j'en ai jamais lu un seul. Alors pour en revenir au film le plus récent, j'ai apprécié globalement. J'ai trouvé mieux réalisé quand même que le téléfilm. Ça c'est l'évidence même. Globalement, j'ai bien aimé les développements qui ont été faits, qui diffèrent un petit peu du téléfilm. Hein. Par exemple, il se passe plus de choses dans la maison du clown, par exemple. Donc voilà, bon, le film il essaie en tout cas de jouer sur l'angoisse, sur la tension, mais il ne fait pas très peur. Hein. Je répète ce que vous dites, mais j'ai pas eu très peur. Toutefois, à l'exception de la scène de l'égout, je savais ce qu'allait se passer, mais elle m'a quand même fait un poil peur celle-là, parce qu'en fait je savais ce qu'allait se passer, mais je me suis dit maintenant qu'on est en 2017, est-ce qu'ils vont oser aller plus loin? Parce que on sait ce qui se passe, c'est suggéré dans le téléfilm. On voit le clown qui montre ses dents, et puis après on sait que le gamin se fait bouffer fatalement. Et là, je me suis demandé, est-ce qu'ils vont oser montrer un peu de, je sais pas, un peu de gore, un peu d'hémoglobine? Est-ce qu'ils vont le montrer en train de lui bouffer le bras? Tu parles de Georgie, hein. Ouais. Georgie, oui, je parle bien de Georgie. Donc la scène d'intro, ouais. Ouais, la scène d'intro. Ouais. Okay. Moi, je sais pas, ce genre de truc, ça me fait toujours un petit sentiment d'angoisse, et ils ont osé aller plus loin quand même. Hein, ce qu'on voit. Donc là, mention plus pour cette scène introductive très réussie. Puis voilà, moi j'ai trouvé les acteurs très bons. Voilà, un avis globalement positif. Hein. Ok. Moi j'ai juste, je rajoute quelque chose. J'ai trouvé certains personnages vraiment caricaturaux quoi. C'est ça qui m'a aussi bien emmerdé, et notamment celui qui joue le Bad Boys là. Enfin ce personnage là, il est totalement Henry con, et je sais plus son prénom. Oui, c'est Henry. Mais j'ai trouvé totalement ridicule. Enfin, je vois pas un gamin agir comme lui quoi. Enfin, genre le gamin méchant, mais il y a rien de bon chez lui. Enfin, on montre vraiment un aspect négatif. Enfin, je sais pas, ça m'a semblé bizarre. Ensuite, en revoyant le téléfilm, c'est la même chose. Donc là, je me suis dit, oui, effectivement, donc ils doivent reprendre un personnage important du roman. Mais sur le coup, en connaissant rien à l'univers, j'ai trouvé ça très caricatural.
Mais c'est l'intérêt même des personnages d'être caricatural. Ils représentent tous une caricature. C'est même comme ça qu'ils sont définis. Je veux dire, le bègue, le gros, la fille, le noir, le juif. Enfin, je veux dire, c'est des caricatures, quoi. Mais et par rapport à Bowers, il est surtout, en fait, dans le livre, c'est expliqué. Il y a un moment, où il est même possédé, en fait, par ça, par Pennywise. Donc, il est vraiment, ouais, c'est ça, il est vraiment possédé par ça au bout d'un moment. C'est notamment quand tu oui, c'est montré dans le film, ça, me ouais. semble un petit peu quand même. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, Fabien, si tu veux donner ton avis. Ah. Allô? Fabien? Bah, il veut pas. Il a disparu. Non, on a perdu Fabien. Il est parti chercher quelque chose dans le frigo, certainement. Ouais, sûrement. Bon bah en attendant, je vais donner mon avis. Comme j'attendais, je crois que c'était le film que j'attendais le plus cette année avec Blade Runner 2049. On en reparlera aussi Blade Runner. Mais personnellement, j'ai pas été déçu. En termes de réalisation, Muschietti a fait un boulot magnifique, je trouve, en termes d'ambiance. Les plans, certains plans du film, je trouve, sont magnifiques, sont super beaux au niveau du jeu de lumière, etc. C'est vraiment grandiose. Les acteurs, je trouve, sont tous très bons. Mention spéciale pour celle qui joue Beverly, qui est parfaite. Mais vraiment, elle m'a donné des frissons à plusieurs moments. Et je reviens, comme disait Simon, la scène d'intro avec Georgie, je trouve qu'elle est je l'ai trouvé incroyable, vraiment incroyable. Quand Georgie se fait prendre le bras, on a un plan en plongée sur Georgie, donc qui est en train de ramper, et on voit la main de Pennywise sortir tout doucement des égouts. Je trouve ce plan, mais voilà, j'étais terrifié par ce plan. Moi, voilà, tu résumes mieux ce que j'ai voulu dire en fait. Hein. Mais ouais. Et en plus, je trouve que les dents de Pennywise ressortent super bien. L'effet que ça fait, je trouve ça vraiment flippant aussi. Donc je trouvais ça même mieux fait que dans le téléfilm. Et il y a une deuxième scène aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est la scène avec le rétroprojecteur que j'ai trouvé très vraiment réussi. Il y a j'ai vraiment fait un bond de mon siège. Donc ouais, excellente scène. Sinon, les reproches que je peux faire au film, moi, c'est la fin. J'ai pas du tout aimé la bataille finale contre Pennywise. En fait, au final, c'est la seule chose dans laquelle ils se sont pas inspirés du livre, et ça se ressent, je trouve. Une autre remarque que j'ai à faire, c'est certaines scènes avec où Pennywise essaie d'attraper les enfants un par un. Il y en a qui sont plus ou moins réussis. Il y en a une qui est je trouve pas très bien réussie. C'est la scène avec Ben quand il est dans la bibliothèque. Je trouve que la scène est un peu ratée personnellement. Et aussi la scène avec Richie avec le tableau aussi qui m'a pas vraiment fait flipper. C'est Stan avec le tableau. J'ai dit Richie alors que c'est Stan. Oui, pardon, excusez-moi. C'est Stan. Donc mais sinon, je trouve que les gamins jouent extrêmement bien, on sent vraiment qu'il y a un truc entre eux. Et puis je trouve que, à part la fin, je trouve qu'ils ont beaucoup plus réussi à avoir l'essence du livre, je trouve, que le téléfilm. En même temps, la durée n'est pas la même, mais j'ai senti cette adaptation beaucoup plus proche du livre que le téléfilm des années 90. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais Bah, vas-y. Le téléfilm des années 90, en même temps, comme c'est un téléfilm, il pouvait pas se permettre d'être exceptionnellement gore, enfin d'aller aussi loin que le livre et le film. Donc, ça me paraît normal dans ce sens-là que le propos soit un peu atténué par rapport au livre. Ouais. Il y a un truc qui m'a marqué en me disant il y a vraiment une différence de budget et aussi en termes de corps. C'est la scène avec Beverly dans la salle de bain où dans le téléfilm il y a juste une petite tache de sang qui apparaît dans le lavabo, alors que dans le film là qui vient de sortir, c'est toute la salle de bain qui est ensanglantée partout. C'est là où tu sens vraiment qu'il y a la différence au niveau du gore, etc. J'ai une question aussi à vous poser. Est-ce que certains d'entre vous ont lu le script qui était prévu par Cary Fukunaga? Oui, mais j'en profite, j'ai pas donné mon avis encore sur le film. Ah oui, voilà. En fait, on t'avait demandé, t'étais plus là. Ah oui, bon, pardon. Je suis revenu. Oui, vas-y. Il est revenu. Il est revenu. Oui, bah pardon. Donc du coup, ouais, ça, c'était une grosse attente.
J'avais pas mal suivi le projet, etc. J'attendais que du bon, puis les critiques sont arrivées, ça avait l'air d'être assez positif. Quand je l'ai vu, j'étais quand même agréablement surpris. J'avais mis une critique sur le forum un peu à chaud. C'était bien, ça avait conservé l'essentiel. Je me doutais que c'était pas possible d'adapter le pavé. De toute façon, de Stephen King, c'est tellement complexe. Voilà, ils pouvaient faire de leur mieux pour arriver à faire un film. Enfin, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de faire un bon film. Et je pense que c'est réussi, c'est un bon film quand même. Voilà. Après, y a des défauts, hein, ça c'est clair et net. Que ce que dit, commençait à dire Thomas, notamment sur la première partie. Moi j'étais tout excité dans la salle, j'étais vraiment à fond, j'ai tellement attendu ce film, mais ça m'a fait chier. Je me suis vraiment fait chier pendant 1 heure, je crois à peu près. Je me dis non mais c'est bon, on a compris le principe, donc il y en a un. Voilà, c'est ça. Il y en a un qui va rencontrer un monstre, après l'autre, bon allez, c'est le tour de qui, voilà, et ça s'alterne vraiment comme ça pendant 1 heure, et c'est vraiment chiant. Moi j'ai trouvé ça chiant. Après, il y a des qualités de réalisation dans certains, c'est fait vraiment film à sketch. Hein. C'est bien fait, mais c'est chiant, je me suis emmerdé, et ça a commencé de me réintéresser qu'à partir de la 2e heure, on va dire. Sachant que la première scène m'avait m'avait vraiment mise dedans, quoi, la première scène, même si, comme tout le monde, on sait ce qui se passe avec Georgie. Mais je la trouve bien faite. Après, dans les points négatifs, moi je dirais que paradoxalement, parce que par rapport à ce que je crois que c'est Nathan, je crois que tu disais que ça reprenait mieux l'essence du livre que le téléfilm de 90. Je serais plus mitigé là-dessus, moi. Oui et non. Dans un sens où je trouve que l'aspect cosmique, cosmologique, un peu de ça, la créature qui est toute la mythologie autour de ça, est plus compréhensible dans le téléfilm sans avoir lu le livre que dans le film actuel, où en fait au final la nature de ça, qu'est-ce que c'est, etc. On n'en parle pas beaucoup. Alors peut-être parce qu'effectivement il n'y a pas l'éclairage par la partie adulte, où c'est vraiment quand ils sont adultes qu'ils comprennent un petit peu mieux ce qu'ils ont affronté quand ils étaient enfants, hein. Mais ils essaient de comprendre c'était quoi ce truc, quoi. Mais je trouve que pour un néophyte de l'histoire, il y a des choses qui sont là pas être très compréhensibles, quoi, parce que moi je m'embrouille un petit peu là. Autre point négatif, c'est le clown. Alors le clown, je le trouve bien, mais je trouvais qu'il y avait un côté plus malsain dans le téléfilm de Tommy Lee Wallace, dans le sens où on aurait presque dit un humain. Et le fait que qui ressemble à un humain, et qu'en même temps tu sais que c'est un monstre avec ses crocs, etc. Il y avait un côté qui me faisait flipper, parce que des fois il avait vraiment des comportements on imitait vraiment bien, enfin on savait pas si c'est un humain, c'est quoi ce truc, et ça faisait peur, c'était dérangeant. Que là, du début, on voit qu'il y a quelque chose de pas clair avec ce Gugus dans le caniveau, hein. Déjà il a les yeux jaunes, direct tu le vois. Après c'est mentionné dans le livre aussi, hein. Ouais, c'est dans le livre, c'est exactement comme ça, hein. Mais il est bizarre. On voit qu'il est pas. On voit que c'est un monstre. Directement, on le voit que c'est un monstre. Et ça peut être une qualité, un défaut. Moi, je trouve que ça me fait un peu moins flipper, peut-être parce que je suis grand aussi maintenant, que ça soit qu'il n'y ait pas une ambiguïté sur l'humanité ou non de Pennywise au départ. Ce qui est le cas dans le téléfilm, hein. Pendant un petit moment, on peut se poser la question quand même, jusqu'à Georgie dans l'égout, bien sûr. Là, on comprend que non. Après, il y a des choses intéressantes sur l'imitation. On voit que Pennywise, notamment dans l'égout, la scène de Georgie, je trouve ça qu'elle est bien faite. C'est qu'on voit vraiment que c'est une créature étrange qui essaie d'imiter un comportement humain, et je trouve que c'est assez bien foutu. Ouais, c'est très bien réussi. On voit, il essaie d'imiter l'humour et tout, mais on voit qu'il y a un truc qui cloche. Notamment dans ce fameux silence qu'il fait à un moment donné, c'est flippant, ça, je trouve. Et à un moment donné, il parle avec Popcorn. Quand il rigole, ils font pop, 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 et puis d'un coup, il se tait, il dit plus rien. Et là, on voit un vide dans ses yeux. C'est vraiment bien foutu, ça. Ça, c'est dérangeant, ça fait peur. Ouais. Après, dans le reste du film, ce comportement un peu comme l'avait qualifié Florian, qui n'est pas là aujourd'hui pour en parler, mais il avait parlé d'un peu croque-mitaine bas de gamme, quoi, un méchant un peu lambda. Et c'est vrai qu'il a un peu cette attitude-là dans tout le film. On voit c'est un monstre lambda qu'on pourrait rencontrer dans n'importe quelle histoire. Alors que dans le roman, il y a toute une dimension cosmique, quoi, sur la créature. Ça, c'est presque une incarnation du mal absolu. C'est développé dans le livre, vraiment. Et même si dans le film, je pense que dans un film, c'est pas possible de développer à ce point-là cet aspect, j'aurais bien aimé qu'on crée un peu plus de mystère autour de lui, qu'on lève un peu quelques pistes pour faire comprendre que c'est quelque chose vraiment qui dépasse l'humain, que c'est
pas juste un petit monstre voilà qui est un métamorphe quoi, le Pokémon quoi, qui change d'apparence pour te faire flipper et puis pour te bouffer. Ça aurait été plus intéressant. Je pense qu'il y a des chances qu'ils aillent réserver ça pour la partie 2. Ouais. Prévu pour septembre 2019, hein, pour info. D'ailleurs, Thomas, tout à l'heure, il posait une question. Oui. C'était sur l'araignée. On lui a pas répondu, parce que comme il a pas lu le livre, il disait, mais en plus, c'est vrai, l'araignée, elle sort de nulle part. Et tu comprenais pas, c'est ça, Thomas, pourquoi dans le téléfilm, il y avait une araignée? Bah, dans le téléfilm, ouais, là, ça surprend. On se demande pourquoi il se transforme en araignée, parce que moi, à la base, je pensais que c'était un humain un peu étrange, quoi. Enfin, voilà, quoi. Mais en fait, c'est expliqué, ça, dans le livre. En fait, ça... Voilà, sa vraie nature, c'est pas quelque chose de physique, c'est ce qu'on appelle, qu'ils appelaient les lumières mortes. Je sais pas si c'est mentionné dans celui de Fukunaga, n'importe quoi, de Muschietti, je crois pas. C'est suggéré à un moment donné, mais on ne dit pas le nom. Lumière morte. Quand Beverly se fait attraper là dans les égouts vers la fin, je crois qu'il dit les lumières mortes. Ah peut-être. Il me semble qu'il le dit. Mais en tout cas, donc voilà, ça c'est les lumières mortes, c'est quelque chose qui vit dans le macroverse. Hein, c'est expliqué dans le bouquin, c'est quelque chose au-delà de l'univers en fait. Avec la tortue. Ouais. Et avec la tortue. Et qui est donc en gros l'antagoniste de ça. C'est deux divinités, pour simplifier, qui s'affrontent. Il y a une divinité créatrice qui est la tortue, qui aurait vomi l'univers, créé le monde en fait, et une divinité de la consommation qui se nourrit par destruction, qui mange. D'ailleurs, ça est aussi nommé le dévoreur de monde à un moment donné, il me semble. C'était repris dans le téléfilm, d'ailleurs, on ne devait pas trop comprendre pourquoi il sortait ça à un moment donné dans le téléfilm. Il dit, je suis le dévoreur de monde, ou un truc comme ça. Et donc, c'est les lumières mortes, prend la forme d'un clown, mais c'est comme il peut prendre la forme d'un loup-garou, etc., de plein de choses qui peuvent faire peur à un enfant. Mais, en fait, dans les égouts, ils sont proches de son antre, donc de la forme la plus proche de ce qu'est ça réellement. Et comme ça, il peut pas se montrer à un humain sans que l'humain il devienne fou ou qu'il meure, enfin, il peut même pas se matérialiser dans le monde physique, et ben, il prend la forme la plus proche de ce qu'il est réellement. Et de ce qu'il est réellement, c'est-à-dire ce qui fait le plus peur, en fait, aux humains. Et ce qui fait le plus peur, en gros, c'est une araignée, quoi. Une araignée géante. C'est le truc le plus dégueulasse qu'un humain peut imaginer, en fait. Il me semble que c'est pas exactement ça, que c'est plus la forme que l'humain peut imaginer, que l'imagination humaine peut avoir en fait. C'est ça. Ouais. Elle peut pas aller au-delà après l'imagination humaine. Ouais. Bah, en tout cas, ils ont pas l'air d'avoir peur dans le téléfilm. Bon, un petit peu quand même. Enfin, ils voient une araignée géante, ils restent quand même en face, quoi. Ils s'amusent à la sarbacane dessus. Eh ben c'est pareil, ça aussi, c'est expliqué qu'en fait, ça se nourrit des peurs et des croyances enfantines qui font peur, mais en fait, les enfants vont retourner l'arme de ça contre lui. Parce que si ça se nourrit des peurs, eux, ils vont se nourrir aussi d'une culture enfantine, un peu sur la foi enfantine, en fait, l'imaginaire. Donc eux, ils se disent que ils ont vu un film, hein, c'est comme ça dans le roman, il me semble, hein, un film où en fait les héros tuent le loup-garou avec une bille d'argent, une balle d'argent. Donc eux, ils se disent, ah ben nous, on a vu dans les films, avec un peu l'innocence de l'enfance, une bille d'argent, ça peut tuer un monstre. Donc du coup, eux, ils se mettent ça dans leur tête, et en fait, c'est la force de l'imagination qui fait mal à ça, en fait, quand ils lui tirent dessus avec les billes d'argent. Parce que c'est la foi qu'ils mettent dans l'objet qui fait du mal à ça. En gros, c'est ça. C'est pour ça que ça lui fait du mal. C'est pas. Et ça va encore plus loin dans le bouquin avec le rituel de Chud, où il se mord la langue, etc. Il y a plein de choses aussi. Il y a aussi la ventoline, là, l'inhalateur pour l'asthmatique. Ouais. Il y a plein de moments dans le bouquin où en fait, il lui dit, ça donne le cancer, c'est faux, c'est du placebo, blablabla. Et du coup, à un moment donné, dans la bataille, il prend son inhalateur, il lui vaporise dans la gueule du clown, de ça, et il dit, tiens, tu vas en crever, c'est du poison, comme tu me l'avais dit. Et du coup, tu vois, il retourne les armes contre ça. Il y a un moment donné aussi le petit Black qui prend comme ça, il se fout de sa gueule. Il y a une dénonciation du racisme dans le bouquin, un peu là-dessus. Il se fout de sa gueule, il prend une espèce d'accent un peu créole ou je sais plus quoi, là, un truc des îles. Ils vont se foutre de la gueule du petit. J'ai perdu son nom d'ailleurs. Comment il s'appelle? Ben? Non, pas Ben. Mike Hanlon. Et dans le rituel de shoot, c'est pareil. Mike, il s'amuse à prendre un accent africain un peu, genre je dépasse ma peur. Je m'en fous, je parle comme tu te fous de ma gueule avec un accent noir, etc. Ça me fait rien, puis ça fait mal aux oreilles à ça. Pareil pour c'est Stan avec les noms d'oiseaux. Avec les noms d'oiseaux. Il y a aussi le Bill qui bégaye et qui lui fait en français c'est traduit par les chaussettes de l'archiduchesse, mais voilà le truc pour aller au-delà de son bégaiement.
Et il lui répète ça en boucle, c'est The Ghost, là. Again the Post, ou je sais plus quoi en VO, là. Je sais plus ce que ça donne. Et du coup, il lui dit ça, et en fait, c'est le principe que les enfants dépassent leur peur, en fait, et ça fait mal à ça. Et toutes leurs croyances, en fait, lui font mal. C'est comme ça qu'ils arrivent à le battre. D'accord. C'est un peu complexe, hein. J'ai essayé de résumer vite fait. Oh, t'as bien Il faudrait résumé. longtemps pour le résumer, mais en gros, c'est tout basé là-dessus. Et c'est vrai que ça manque notamment dans le film actuel où on comprend rien. Moi, j'étais déçu qu'il y ait pas ces billes d'argent, ou qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit montré sur la foi de l'enfance. Tiens, on croit que cette arme, ça peut le tuer, et on va le défoncer avec ça. Ben, vous savez, moi qui n'ai jamais lu le bouquin, tout ce que tu viens de raconter, je le savais pas. Moi, je savais pas que ce soit dans le téléfilm ou dans le film de cette année. Je ne savais pas qu'en fait ça se nourrissait des peurs et que toute sa mythologie tournait autour de la peur. Ouais. Moi, en fait, à la base, jusqu'à aujourd'hui, ce soir, je croyais qu'en fait, il récupérait les enfants juste pour les manger, mais les manger, consommer leur viande. Non. Et, C'est même expliqué dans le ça. livre. Bon, c'est un peu pareil. Il n'a même pas besoin de les manger. Hein. Il n'a même pas besoin de les manger. D'ailleurs, il y a un moment donné, c'est Mike qui se pose la question dans le livre. Mais pourquoi, en fait, des fois, les enfants, on les retrouve mutilés, un bras par-ci, un bras par-là. Pourquoi ils les grignotent, on a l'impression. Et en fait, quand ils sont adultes, il arrive au raisonnement que, en fait, ça, ils mangent les enfants parce que c'est la pire chose qu'un enfant peut imaginer qu'un monstre lui fasse. C'est le bouffer. Donc du coup, c'est pour ça qu'il les bouffe, en fait. C'est pas parce qu'il a besoin de leur chair ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est la pire chose qu'un enfant peut imaginer, c'est de se faire bouffer. Donc il les bouffe. D'accord. Mais ça explique que dans le film de 2017, donc, qu'on voit dans les égouts tout un tas d'enfants entassés depuis donc des générations. Et d'accord. Donc c'est parce qu'en fait, il les entasse là et c'est tout quoi. Il les mange pas. Bah, il les mange quand même charnellement, on va dire, mais c'est pas vraiment une nourriture physique dont il a besoin. Mais il les dépece quand même, hein, mais. Ouais, parce que aujourd'hui, je pense pas qu'il en reste grand chose, étant donné qu'il retrouve que le blouson, donc. Oui. Puis pareil, quand on voit le tas de cadavres d'enfants, on voit tournoyer des membres découpés, on voit des bras, des jambes dans le film. Hein, oui. Ouais. Moi, j'ai pas compris ça, pourquoi ça tournoie. C'est parce qu'ils ont essayé de matérialiser il flotte. Les lumières. Oui, par rapport aux lumières aussi. Parce que quand t'es dans les lumières mortes, en fait, normalement, tu peux pas revenir des lumières mortes, en fait. Donc, c'est pour ça que là, Bev, normalement, elle devait être morte. C'est juste qu'ils ont fait une action pour qu'au final, elle arrive quand même à revenir. Mais normalement, quand t'es dans les lumières mortes, tu reviens pas. D'ailleurs, spoiler alerte, c'est ce qui arrive à Audra. Donc, ils ont un peu fait un mix entre Audra et Bev, parce que normalement, c'est la future femme de Bill, quand ils sont adultes, qui se fait kidnapper par ça et qui est en état catatonique après avoir vu les lumières mortes. Et qu'il arrive à réveiller après en le mettant sur sa bicyclette quand il était enfant, là. Ouais, Silver. La Silver. Et puis une chose que je voudrais pour le background, c'est que ça, Pennywise est là depuis des millions d'années sur Terre, en fait. Oui. C'est juste qu'il a attendu que l'homme construise là où il était pour commencer à se nourrir. Ouais, parce que c'est une entité de consommation, en fait, qui est de destruction. C'est ça. Et donc il y a, même dans les années 1700, 1800, il y avait déjà des accidents, comme c'est expliqué dans le livre, où il y avait des colons qui s'étaient installés à l'endroit où était Pennywise et on les a jamais retrouvés, des choses comme ça. Jurassic Park thème impose. Moi, je m'étais même fait le délire que c'était lui qui avait détruit les dinosaures sur Terre. Parce qu'il y a un passage dans le bouquin, en fait, où il explique qu'il est tombé du ciel dans une espèce de météorite, en fait. C'est ça. Il y a très longtemps et que ça a fait un cataclysme sur Terre. Je dis, ah putain, un fort, il a tué les dinos, quoi. Ouais. Crossover Jurassic Park, ça, c'est clair. Pourquoi pas? Je vous pose la question, au final, vous avez préféré quel clown? Celui de Tim Curry ou celui de Bill Skarsgård? Tim Curry. Tim Curry pour Fabien. Allez, je vais peut-être dire Tim Curry aussi. Ok. Pareil. William? Ouais, j'ai pas envie de choisir, les deux sont différents, j'ai pas envie de choisir. Eh ben, je vais être le seul à dire Skarsgård. Parce que je trouve que toute la scène dans Neighbor Street, enfin dans la maison de Neighbor Street, je l'ai trouvé extraordinaire. Toute la scène avec notamment c'est Eddie qui se casse le bras et tu le vois apparaître dans le frigo de manière totalement désarticulée et quand il dit le time to float, je crois que ça c'est la phrase qui me restera du film. J'ai adoré cette scène.
C'est un peu grand guignolesque quand même. Oui. Il y a des problèmes aussi avec les règles, mais ça, je pense que c'est inhérent en fait à l'histoire de ça. C'est que tu comprends pas pourquoi il les pourchasse et qu'il les bouffe pas, quoi. Il y a des moments où il est tout seul avec, il peut les faire flipper, et t'as l'impression qu'ils font traîner le truc. Et au bout d'un moment dans le film, tu t'inquiètes même plus de savoir s'ils vont mourir ou pas. Tu te dis bah non, de toute façon ils vont pas mourir. Le clown il passe 5 minutes avec Stan là, par terre là, il lui fait rien. Ouais. Tu vois, du coup je sais pas, moi ça m'a perturbé. C'est Mais il dit à Eddie de ramener ses amis, donc je suis même pas sûr qu'il ait envie de les bouffer. Je sais pas, c'est comme s'il voulait s'autodétruire en fait. Apparemment, il veut que Bill, je crois, d'après ce que j'ai. Enfin, à la fin, il dit je veux juste Bill. Ouais, parce qu'il se rend compte qu'il est en train de perdre. Ouais. Mais avant... ouais. Et je voudrais aussi revenir sur une scène, c'est quand Mike se fait harceler par Bowers et le auteur, et j'ai oublié le dernier. Comment il s'appelle? Il y a on voit Pennywise apparaître dans des fourrés, qui fait coucou à Mike avec le bras d'un enfant. Cette scène-là, je sais pas trop comment penser parce que je trouve que c'est la seule scène où je trouve que ça correspond pas au comportement de Pennywise. Bah là ouais, c'est plus limite du Tim Curry trash quoi. Ouais, voilà. Ouais. C'est un clin d'œil, je pense. Et alors, je me suis demandé, est-ce que c'est Brad Georgie? Ouais. Donc voilà, non, moi j'ai beaucoup aimé Skarsgård, sauf à la fin, toute la scène de fin dans les égouts. Au moment, j'ai beaucoup aimé la scène où il danse, où il se rapproche de Beverly. Cette scène-là, elle m'a fait flipper. Mais tout ce qui se passe après, ça devient plus un film d'action lambda, où en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils se battent physiquement contre Pennywise. Voilà, c'est ce qu'ils se battent physiquement. Et puis t'as pas d'explication avec la bise d'argent ou quoi que ce soit. Enfin, moi j'ai pas compris à un moment donné. Je sais pas s'il y en a un d'entre vous qui peut m'expliquer. Ils vont chercher les barreaux en fait du portail de la maison de Nable Street là. Ouais. Pour aller dans les égouts. Est-ce qu'ils s'en servent comme arme parce que c'était le truc qu'avait utilisé Bev quand ils étaient c'est ça. Contre quand ils essayaient de sauver Stan Nable là. Street, ouais. Et alors il lui a foutu un coup, ça lui a fait mal et du coup je sais pas pourquoi après ils le prennent pour aller dans les égouts. Alors ça aurait été bien pareil s'ils avaient un peu plus expliqué que les enfants s'étaient mis dans leur imaginaire que ça faisait du mal à ça, je sais pas, mais du coup j'ai pas une version longue aussi. Donc faudrait voir ce qui se passera dans la version longue, s'il y aura peut-être plus d'explications de ce côté-là aussi. Ouais. On aura une version, je crois, avec 20 minutes supplémentaires, il me semble. Ou en tout cas, il y aura 20 minutes de scène coupée, ça a été annoncé. Mais parce que le pistolet à clous, pareil, c'est gratuit. Ça. Ouais, le pistolet à clous, c'est gratuit. Non, puis la fin, ça fait vraiment ratonnade à 7 contre 1, c'est à coup de batte, quoi. C'est ça. Ouais. C'est vraiment ça, il le défonce, quoi, à coup de batte. J'avais presque pitié pour le coup, à un moment donné, je me suis dit, il est en train de lui défoncer la gueule. Et il y a une chose qui respecte pas dans le film, c'est la mort de Bowers. Bowers ne meurt pas il meurt pas quand il est enfant, Bowers. Alors que là, il meurt vraiment dans la partie enfant, et donc on sait qu'on le reverra pas dans la partie adulte. Ah, moi je suis pas sûr qu'il meurt, hein. Je pense qu'ils vont le... il se fait une chute de facilement 15-20 mètres. Hein. Ah ouais, mais ça a pu intervenir, on ne sait pas. Hein. Ouais, peut-être. Ah, je doute Non, ils vont le garder, je pense, pour la suite. Par contre, il y a des scènes coupées, je pense, pour ses compères, là. Oui, pour le roteur et Hawkins. Ouais, c'est vrai qu'ils disparaissent vite. Mais c'est dans les scènes coupées, je pense que c'était dans le scénar de Fukunaga. Moi, je l'ai lu, le scénario de Fukunaga, donc je me souviens qu'il... On voit juste mourir Patrick Hockstetter, mais c'est tout. Ouais. D'ailleurs, c'était nul, ça. Oui, j'ai pas du tout aimé non plus. J'ai trouvé nul cette mort. Par rapport à celle du bouquin, pour spoiler un peu le bouquin, ce qui se passe, c'est que Patrick Hockstetter, c'est un vrai pervers, dans le sens où il capture des animaux domestiques, etc., des voisins, et il les met dans un frigo, dans une décharge, et il regarde combien de temps ils survivent dans le frigo. Et un jour, il sait qu'il va se faire dénoncer, donc il veut sortir la bête qu'il y a dans son frigo, et en fait il y a des sangsues qui apparaissent dans le frigo, des sangsues volantes qui le bouffent de partout sur le visage, etc. Et ça, je crois que c'est la scène qui m'a le plus marqué dans le livre. En tout cas, je trouve que c'est la scène la plus gore du livre. Et c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas gardé ça dans le film, parce que je pense que ça aurait pu vraiment donner un truc super bien dans le film, en tout cas. Donc oui, je reviens sur ça par rapport au scénario de Cary Fukunaga. Je crois que c'est Fabien. Fabien, tu l'as lu ou Thomas? Oui, moi je l'ai lu. Ouais. Si vous pouvez dire un peu la différence qu'il y a entre la version de Fukunaga et la version de Muschietti. Ouais, voilà.
mon avis, ça aurait été plus graphique, la différence, je pense. Après, il y a quand même des éléments qui sont intéressants quand même dans le scénario de Fukunaga, notamment l'entre-deux-ça qui est dans une espèce d'autre dimension. Ils y vont clairement, en fait, dans le bouquin la version Fukunaga. Ils sont dans les égouts, en même temps, à un moment donné, ils traversent une espèce de membrane, qui est recouverte d'ailleurs de plein de petites araignées. Donc déjà, tu vois le lien, certainement, on peut se poser la question, est-ce que c'est les bébés de ça ou quoi? On ne sait pas. Parce que dans le livre, ça pond, à un moment donné, l'araignée, elle pond des œufs. Oui. Est-ce que c'est une femelle? Et donc ils traversent cette espèce de membrane qui les emmène en fait c'est dans une espèce d'autre dimension, mais qui est en même temps toujours les égouts. Et là, ils voient dans l'eau une espèce d'étoile de mer géante avec un œil, en fait, qui est la forme de ça, en fait, sauf qu'ils n'ont pas pris l'araignée dans ce cas-là, mais une espèce de monstre marin, en fait. Ouais. Donc déjà, ça c'est une grosse différence qu'on peut quand même. Il y a un espèce de portail dimensionnel, en gros, on va dire, dans le scénario de Fukunaga qui n'apparaît pas du tout dans le film, sûrement pour des questions de budget, hein, j'imagine. Oui. Il y avait même d'ailleurs toute une scène où il y avait un des compères, je crois, de Henry qui se fait bouffer, en fait, qui traverse la membrane et qui a toutes les araignées qui viennent sur lui, qui le bouffent, en fait. Ça aurait été sympa, je pense, à voir, ça. Autre point qui est quand même pas des moindres différences, c'est Georgie, aussi, dans le scénario de Fukunaga, en fait, il est clairement mort, hein, par rapport au la version actuelle où, en fait, Bill, c'est pas, en fait, vu qu'on n'a pas retrouvé le corps, il a un peu d'espoir. Je pense qu'il est encore vivant, ouais. Alors que là, non, hein, c'est clair qu'il est mort, hein, qu'il s'est fait arracher le bras et tout ça. Donc il n'y a pas cet aspect, faut que je retrouve mon frère. Ouais. Clairement sûr que, enfin, il le sait qu'il est mort, quoi. Il y a même tout un moment, il y a une scène qui était sympa où tu vois que c'est beaucoup plus développé aussi sur la fuite de ses parents, en fait, qui fuient dans des occupations, qui ignorent Bill, et tu vois Bill qu'en souffre. C'était assez bien montré dans le scénario de Fukunaga. Qui qu'en veut en fait un peu à ses parents de faire genre que rien ne se passe, comme tous les gens de la ville. C'est beaucoup plus montré dans le scénario de Fukunaga l'aspect que les enfants sont seuls et que les adultes sont lâches consciemment ou inconsciemment, mais qui font mine de rien. Ce qui est montré dans le livre aussi, parce qu'en fait on sait que dans le livre c'est la ville qui est mauvaise du fait que ça y habite. Il a une influence sur la population, en fait, sur les gens. Le fait que les enfants disparaissent, il y a une espèce de banalisation qui est induite par ça. Okay. Ça Oui, je viens de vous mettre là sur la conversation, je le mettrai aussi sur le montage, la photo que de la version de sa version Fukunaga. Ils avaient fait des tests pour le clown, et donc je vous ai mis dans la conversation à quoi devait ressembler le clown selon la version de Fukunaga. Si la fin était aussi beaucoup plus un peu too much. Tu voyais donc Bill qui partait en voiture, qui quittait Derry, quoi, comme qui disait au revoir à ses amis, et en fait on voyait la voiture qui passait au croisement de la rue Jackson Street, là où Georgie se fait bouffer, dans le caniveau, et on voyait un ballon qui s'envolait dans les airs, et puis à la fin il éclatait, et puis on entendait un rire, je crois, de clown. Ça devait se finir comme ça, je crois. D'accord. Ou pas de rire, mais en tout cas on voyait un ballon qui éclatait, donc on comprenait que ça était toujours là, en fait. Ouais. Donc c'était un peu trop, ça. Moi je trouve que c'est bien comme ça termine le film actuel. Au final, les deux versions ont vraiment des qualités et des défauts, mais au final, moi personnellement, je préfère la version de Muschietti. Il y avait des choses qui m'avaient choqué dans la version de Fukunaga, mais pas dans le bon sens. Je sais plus dire ce que c'est. Il y a la femme nulle, hein. Oui, entre autres. Ouais. C'est à qui? C'est à Stan, à la place du tableau. Je crois que c'est une femme nue. Non, c'est ça, hein, je crois. Ouais, je me demande si c'est pas un clin d'œil par rapport à Shining d'ailleurs. À un moment. Ouais, puis elle est pas connue, quoi. Elle fait des trucs un peu dégueux, quoi. C'est ouais. Un peu... ouais, ça aurait été bizarre mis en scène, ça. Ouais. Et quoi d'autre qui t'a choqué? Alors, faudrait que je revoie ce qu'avait posté la Harry sur le forum, mais quand j'avais lu plusieurs choses, j'avais pas du tout aimé, notamment par rapport aux personnages, comment étaient développés les personnages. Il me semble déjà qu'il y avait pas les 7. Il me semble qu'il y en avait que 5 déjà. 5 ou 4. Rien que ça, je trouve que non. Pour moi, on garde tous les personnages libres parce que chaque personnage du club des ratés ont un intérêt, ils ont une histoire, etc. Et je trouve important de tous les mettre. Rien que ça, déjà, j'étais pas d'accord. Donc, moi, ce que je trouvais, vas-y. Ce que je trouvais bien foutu, c'était l'intro. Ça aurait rajouté un petit truc, c'est que dans les talkie-walkie avec entre Georgie et Bill, à un moment donné, t'as
t'as Richie qui vient foutre la merde et qui vient squatter leurs ondes. Donc déjà, ça te présente un peu le personnage avant que tu le vois avant pour lui montrer qu'il est déjà un peu chiant, enfin ça étoffe un peu son perso. Après, moi, j'ai été choqué, c'est la manière dont il défonce Georgie à la fin. Quand justement, il y a un peu un truc pareil. En fait, ça prend l'apparence de Georgie, sauf que là, dans la version Muschietti, c'est un peu soft. Il y a un côté je fais mon deuil en lui tirant juste un clou dessus. Oui. Mais dans la version, là, il le défonce. Mais vraiment, quoi. Physiquement, quoi. Ouais, puis lui, il a encore des doutes. Il y a tous ses potes, là, ils sont là à dire, mais non, c'est pas ton frère, défonce-le. J'ai trouvé ça assez violent. Je pense que ça aurait été, c'est bien qu'ils aient un peu édulcoré le truc, parce que bon, voilà, quoi. Oui, puis ça aurait été stupide, puisque Bill, il aurait su que Georgie était mort, donc il aurait... Oui, non, parce que même dans le bouquin, il est quand même affecté, c'est un traumatisme, tu vois. Le truc qui prend l'apparence de son frère, tu sais, ils se font un peu envoûter par une espèce de pouvoir des lumières mortes qui ont une tendance aussi à t'hypnotiser, en fait. Donc pour peu que ça touche un truc émotionnel, tu sais, c'est pareil, Bev, à des moments, elle voit son père, elle se doute bien que c'est pas son père qui apparaît dans les égouts, notamment dans le livre. Ouais. Mais tu vois, elle y croit, elle a peur, elle lui dit rentre à la maison tout de suite, et puis elle est presque à dire ah oui papa, pardon. Puis ses potes sont lui dire arrête, t'hallucines, c'est dans son imagination tout ça. D'ailleurs, la scène du père avec dans la version de Muschietti, je l'ai trouvé très réussie personnellement, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, ils reprennent vraiment une phrase du livre, c'est je m'inquiète beaucoup pour toi, oui. baby. Ouais. Oui, et puis il était pas mal fait le jumpscare là avec du coup quoi le. Oui, dommage que ce soit ça a été montré dans la bande annonce, ça c'est vraiment dommage. Parce que ça pour le coup tu peux ne pas t'y attendre parce que c'était. Mais je retiendrai aussi la scène du rétro, je trouve qu'il a super bien fonctionné. Enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment fait c'est ma préférée, c'est ma scène préférée, celle des diapos. Elle est vraiment bien faite. Ouais, vraiment. Le coup de Gripsous géant là qui rampe là. En plus, il a vraiment une démarche un peu arachnéenne pour le coup. Et puis avec ses dents en plus, moi ses dents, ça m'a vraiment perturbé pendant tout le film parce que je trouve que ça faisait vraiment le côté créature dégueulasse. Enfin ouais. La scène avec Georgie, moi quand il montre ses dents, ça m'a vraiment marqué. Ça. Ah oui, là ce passage là de Georgie, c'est assez ouais. Je trouve qu'il y a trop de jumpscares dans le film, qu'au bout d'un moment c'est inefficace quoi. Je trouve pas justement qu'il y ait énormément de jumpscares. À chaque fois, il y a la musique qui augmente d'un coup pour faire style on doit avoir peur, mais c'est tellement mécanique qu'au final... Oui, mais c'est pas un jumpscare au final, parce que un jumpscare, c'est juste un truc qui apparaît d'un coup à l'écran et tu t'y attends pas, tu vois. Alors que là, ça monte progressivement, tu vois. Quand Clown là, il apparaît dans l'égout là, dès la scène d'introduction, hop, il apparaît et la musique tue. Enfin, elle cite comme ça et alors qu'on sait qu'il va être là, mais c'est totalement inutile et tous les 5 minutes il y a ce genre d'effet, ça m'énerve en fait. Au bout d'un moment, pour la scène de l'égout, je suis pas d'accord, je trouve qu'elle est cool, ça donne un effet sonore, ça fait un côté peu grognement de bête. Moi j'ai bien aimé, moi le moment où t'as fait comme ça là, quand il apparaît dans les égouts, au niveau sonore c'est bien. Comme aussi, je trouve ça inutile. Ouais, je suis pas d'accord. Mais pour cette scène là, je trouve c'est bien fait. Ouais. Toute la scène avec Georgie est, je trouve, parfaite en termes de tension, etc., qui s'installe. Ouais, après le bras arraché, moi j'étais moyen fan, moi, de ça. Je trouve que ça fait plus peur de le suggérer parce que c'est dit aussi dans le livre, etc., dans le téléfilm qu'il lui a arraché le bras. Mais je suis pas forcément convaincu que c'était nécessaire de le montrer comme ça. En plus, on a l'impression qu'ils savent que c'est trash ce qu'ils montrent et ils essaient un peu de l'édulcorer, c'est filmé d'une manière où tu vois pas trop en fait, mais on te montre en fait tu le vois mordre mais tu vois pas arracher en fait. Tu vas du plan avec les dents puis ensuite t'as une plongée une tête de cartoon là, avec la tête de cartoon. C'est ça. Et après tu vois une plongée où tu vois Georgie se retourner et commencer à ramper. Et tu vois le bras aussi qui part tout doucement dans le caniveau. Oui, exact, ouais, c'est vrai. Et le coup du gamin qui rampe et tout, moi j'ai trouvé ça un peu too much, moi. Je dis merde, vous étiez pas obligé quand même. Au contraire, je trouve que c'est la scène où tu vois Pennywise allonger le bras en dehors de l'égout. Enfin, je crois que c'est la scène qui m'a le plus marqué du film parce que je me suis dit mais c'est horrible. Je me suis dit la scène est horrible. Après c'est peut-être la réaction de Georgie moi qui m'a perturbé. Moi. Le bras plus s'allonger. Excuse-moi William, tu peux répéter? William, on n'a pas entendu. J'aurais aimé que le plan il dure plus longtemps pour qu'on voit le bras qui s'allonge de façon grotesque en fait, qu'on voit qui rattrape Georgie. Ça aurait été sympa. C'est le seul petit bémol pour moi.
Ok. Est-ce que vous avez encore un truc à ajouter Ouais, par rapport à la scène du caniveau, en fait, moi tout à l'heure j'avais dit que j'avais une petite préférence pour le Tim Curry. C'est parce qu'en fait, il y a juste le défaut de la scène du caniveau dans le film de cette année, c'est qu'on sait direct. Enfin, je me mets à la place d'un néophyte. Quand on voit le clown arriver, on sait direct qu'il est méchant en fait. Et dans le téléfilm, si on découvrait le téléfilm sans rien connaître de l'histoire, on avait un petit moment de doute parce qu'au début, il paraît tout gentil avec Richie, non, Georgie. Il paraît tout gentil, puis après, c'est juste à la fin de la scène qui démontre sa vraie nature. Oui, non, parce que quand même, il me semble dans le téléfilm, la scène introductive, c'est la scène avec la gamine où t'as Gripsou qui apparaît au niveau des draps. J'ai oublié celle-là. Oui. Et donc au final tu sais qu'il est méchant. Donc après c'est vrai qu'il a au départ tu peux te poser la question quand tu vois avec Georgie, mais vu que avant tu vois déjà que en fait il tue des enfants, pour moi l'effet marche un peu moins. Imaginons que tu rates le début du téléfilm et tu tombes sur la scène de Georgie en zappant. Ah oui, tu t'interroges, oui. Tu t'interroges, alors que là tu vois la version 2017, tu te dis ouais, il est pas clair lui. Tu vois. Aussi, il faudrait voir, on l'a découvert en tant qu'adulte, il faudrait se poser la question de savoir comment on aurait reçu le film en tant que gosse. Et je pense qu'en tant que gosse, dans un caniveau, c'est pas normal déjà. Déjà, de base, c'est malsain. Ça n'a dans le film, ça n'a pas gêné plus que ça, jusqu'au moment où il bouffe Georgie. Donc, ouais. C'est ce qu'il faudrait, c'est prendre un gosse de 10 ans et puis lui montrer le film pour voir s'il est traumatisé ou pas. S'il est pas traumatisé, tant pis. S'il est traumatisé, tant pis aussi d'ailleurs. Fabien, tu le passeras à tes élèves. Ouais, voilà, je vais faire ça. Et au final, je me dis, vu qu'on a vu la version de 2017 en étant adulte, est-ce que notre avis n'est pas faussé par rapport à la version 90 ? Dans le sens où on a tous vu la version 90 quand on était enfant, donc elle nous a beaucoup plus marqué. Mais je me suis dit, si on avait vu le ça version 2017 en étant enfant, est-ce qu'on aurait été, je pense qu'on aurait été traumatisé de la même manière. C'est possible. Mais le film aussi, il empathie un peu de cet héritage, parce qu'on sent que des fois, il essaie de pas reprendre des choses qui étaient pourtant dans le livre, mais qui ont été tellement été rendues cultes par le téléfilm qu'il ne les fait pas. Ouais, c'est vrai. Il essaie de se démarquer, et des fois il zappe un peu des éléments importants. Moi, je sais pas si ça vous a pas choqué, vous, mais par exemple il le dit pas à Georgie. Tu vas flotter toi aussi, tu flotteras aussi quand tu seras avec moi là. Parce qu'après c'est la phrase qu'il répète tout le temps, mais à la base dans le livre et dans le téléfilm c'est important, c'est le truc qu'il a dit en fait à Georgie. Ouais, tu flotteras aussi. Ouais. Et là il le dit pas. Ouais, je crois, non, t'as raison, je crois qu'il le dit pas. Il le dit pas. Moi je trouve ça un peu brutasse comme il lui chope le bras, c'est un casse un peu, j'aurais bien fait encore un peu monter le truc, je sais pas, ou que ça soit un peu... Moi j'ai un peu un problème avec du moment que dès qu'il sort les dents, là, la scène elle perd en intensité pour moi. Ah d'accord. Moi c'est le moment où il montre ses dents, où ça va vraiment commencer à me faire flipper parce que moi j'aime bien sa tête de cartoon, je trouvais que c'était marrant. Ouais, c'est ça. C'est bien parce que ça atténue un peu la violence quand même du truc, parce que il y a un truc qui cloche quoi dans le... Je sais pas si les CGI sont bien faits, moi j'avais vu des critiques négatives là-dessus, ça va. Le lépreux est très mal fait, je trouve. Le lépreux est très mal fait. Ah mais de base, de toute façon, faire un lépreux... Ouais. Un lépreux pour moi tu le fais pas en CGI, tu vois. Le lépreux t'en prends un vrai déjà. non, mais te prends un mec et tu le maquilles quoi, je pense qu'il y a de quoi faire. Parce que il y avait un mec, il y avait un mec, je crois que c'est le gars qui est, je sais pas si vous avez vu Rec. Et à la fin de Rec, il y a c'est Medeiros. Ouais. Voilà, ouais. Et donc, je crois que c'est le même gars qui est derrière. En fait. Oui, exact, ouais. C'est ça, c'est la même personne. Ok. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire par rapport au film? Et puis d'anecdotes? Ouais, pourquoi pas, ouais. Bah, par exemple, on parlait de la tortue tout à l'heure, qui est donc l'antagoniste de ça, là, dans le Macroverse, là, comme un peu une espèce de divinité du bien face au mal. Il y a la tortue qui apparaît pas dans le film de manière concrète comme dans le bouquin où elle est clairement mentionnée, c'est comme pour aider les héros. Mais là, elle apparaît notamment sous la forme de Lego. On la voit sur les talkie-walkie, c'est écrit Turtle aussi dessus. Ouais. Et justement, on parlait de la scène de Georgie, il y a la tortue aussi à ce moment-là, dans la rue. Ah ouais? J'ai pas fait attention. Il y a l'espèce de bâche de construction là quand ils font les travaux. Oui, exact. C'est une tortue, hein, clairement. En fait. Et on a même l'impression que en fait la tortue essaie d'aider Georgie à ce moment-là parce que c'est le moment où il se cogne la tête. En fait, la barrière elle est juste à côté de la tortue. Donc c'est un petit clin d'œil pour montrer qu'elle est là, qu'elle essaie d'aider quand même.
Il y a un moment aussi où ils se baignent, et puis quand les gamins se baignent, et puis là il y a un truc qui m'a touché la jambe, et puis c'est rien, c'était une tortue. Oui, exact. À ce moment-là. Et il y a aussi la scène où j'aurais une remarque après, faudra que je la note. La scène où ils sont dans Nable Street, où on voit quand Richie est dans une salle où il est tout seul avec un cercueil devant, on peut voir il y a plein de clowns partout, et on en voit un notamment qui ressemble énormément à la version de Tim Curry aussi dans cette scène-là. Oui. Et par rapport à cette scène-là, je reviens sur ça, c'est que Pennywise dit bip bip Richie, c'est une des phrases emblématiques du livre notamment, mais le problème c'est que dans le film, ils disent aucun jamais, enfant. Ouais, ils disent jamais bip bip Richie. Ouais. Et ça m'a aucun enfant lui dit, ouais. Alors que dans le bouquin, c'est vraiment pour lui dire tais-toi Richie. Ouais. Donc là, c'est un peu gratos, quoi. Ouais. C'est juste ce petit clin d'œil, mais je me dis c'est dommage que ça n'a pas été introduit avant parce que je trouve que ça casse un peu la scène au final. Ah bah oui, parce que du coup on ne le comprend pas. Moi tu dis pourquoi il dit ça. Alors peut-être que c'est une signification aux États-Unis pour dire en fait bip bip c'est peut-être une autre manière de dire tais-toi, mais je sais pas. Mais en tout cas oui vas-y. Genre c'était un peu en dehors de ce dont on parlait, mais sur le fait que le film fait pas peur, c'est vrai ça. Il fait pas vraiment peur. Non. Il y a des scènes réussies, c'est plus l'histoire, la relation des enfants qui est intéressante, mais il ne fait pas peur. Et il aurait peut-être fait un peu plus peur parce que si la première scène fait un peu peur quand même si on la connaît, etc. Mais s'il y avait peut-être eu plus de background avec des disparitions en fait où on te montrait des attaques qui réussissent. Oui, c'est le cas. Et je sais qu'il y a plusieurs scènes coupées d'enfants qui meurent mais elles ont été coupées et on les retrouvera dans les scènes dans le Blu-ray normalement quand il sortira. Parce que c'est vrai que c'est dommage que du coup en fait on est mis en tension par une scène d'intro où il se passe vraiment quelque chose de dramatique, mais après au final on n'a plus trop de raison d'avoir peur puisqu'il ne fait plus de mal à personne en fait. À part Patrick Hockstetter. Ouais. Oui voilà, mais ça m'a tellement pas marqué que voilà où on nous dit des enfants disparaissent, mais ça aurait été bien de faire une petite scène de tension au milieu du film, je sais pas, avec jouer sur les ballons dans les squares, le genre de truc, le gamin qui part dans un buisson puis qui ne revient pas, tu vois, des trucs comme ça qui font peur, qui font marcher l'imagination, genre de trucs, ça aurait peut-être donner un côté plus terrifiant au film. C'est vrai, ouais, je pense que t'as raison. Ouais. Ok, est-ce que vous voulez encore revenir sur quelques petites choses par rapport au film? Moi j'ai remarqué un peu par rapport au contexte dans lequel il passe le film. J'ai l'impression que ça suit une mode en ce moment de faire des films ou des séries qui se passent dans les années 80. C'est vrai. Vous avez remarqué, ça se fait de plus en plus. Alors je comprends pas trop ce fixe sur les années 80. Nostalgie, hein. Ouais, on est dans une vague nostalgique. Ouais. Exactement, ouais. Et pourquoi en particulier les années 80 et pas les années 70 ou 90? C'est par rapport aux générations des gens actuellement, quoi. C'est les trentenaires. Pour ça s'explique parce qu'ils veulent réaliser le film 27 ans, enfin le deuxième film 27 ans plus tard pour arriver en 2019. Donc 2019 en 27 égale années 80. Oui, puis après chaque génération a eu son moment de nostalgie. Puis il y a les trentenaires maintenant qui arrivent. C'est ça, les jeunes réalisateurs sont un peu la plupart nés dans les années 80, donc je pense que ils veulent s'inspirer de l'époque qu'ils ont connue en étant enfants, quoi. Oui, puis il y a plein de facteurs sociaux qui expliquent ça aussi, parce que voilà, on est dans une époque un peu trouble au niveau économique, terrorisme, blablabla, et puis ça pousse en fait les gens vers des sentiments de nostalgie. Donc comme les acteurs de la société actuelle, on va dire qu'ils ont 30-40 ans là, dans la fleur de l'âge du dynamisme productif, on va dire. Vu que ça s'adresse beaucoup à eux, le cinéma et les séries, ils se retrouvent dans ce genre de choses aussi. Il y a une demande aussi. C'est un peu la même chose que les vagues rétro pour les jeux vidéo, ce genre de choses en fait. Hein. On se réfugie dans les choses de l'enfance, parce que c'est des choses rassurantes par rapport à un monde actuel qui fait un peu peur en fait, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est vrai que Simon, tu marques un point parce que même dans les jeux vidéo, on revient un peu à des trucs qui datent d'il y a 20 ans. On a eu un remake de Crash Bandicoot il y a pas longtemps, des choses comme ça. Tout à fait. Ça serait pas étonnant qu'on retrouve un Spyro remake bientôt, quoi. Mais Jurassic World n'aurait pas aussi bien marché sans vague de nostalgie. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est pareil. sûr, Hein. Ça c'est clair, ça fait partie intégrante du succès du film, enfin de ce qui a attiré les gens, ça c'est clair. Hein. Ouais. Bon, on s'éloigne du sujet. on revient toujours sur Jurassic World à chaque podcast, de toute façon, c'est toujours le problème. Et le découpage du film, là, on en a pas parlé. Le découpage du film, le parti pris de faire une première partie sur l'enfance et éventuellement une deuxième partie sur l'âge adulte, ce qui n'était pas forcément prévu au départ, parce que c'était dépendant du succès quand même du premier film. Vous en pensez quoi?
d'avoir ce parti pris, parce qu'il faut savoir que dans le livre, ça s'alterne de manière continue, un peu comme dans le téléfilm. On alterne enfants, adultes, etc. Ah d'accord, je savais pas. Ouais, dans le téléfilm, je trouve justement que le film perd son rythme à cause de ça. Et moi je trouve ça cohérent en fait d'avoir fait de cette manière-là, c'est-à-dire juste la partie enfant dans le premier film et la partie adulte dans le deuxième film. Je pense qu'il y a moyen de faire des parallèles plus intéressants, je pense. Je trouve que ça enlève de la tension quand même et du mystère, parce que ce qui est intéressant, c'est quand il les appelle et qu'il leur dit ça est revenu quand ils sont adultes, et tu vois le traumatisme que ça leur fait, et puis du coup ils se rappellent. Enfin, t'as tout un truc sur le suspense qui est un peu perdu, je trouve, du coup, avec le fait qu'ils sont que enfants. Du coup, quand ils vont être grands, on saura déjà ce qui se passe. Quoi. Avec le succès du film, pour la deuxième partie, ils vont pouvoir faire un très gros casting. Je vois bien Chris Pratt faire Ben en Ben. Chris Pratt, Tom Cruise, Tom Hanks. Joseph Gordon-Levitt pour Richie ou un truc comme ça. Ouais. Et je reviens sur ça, mais en fait, je me dis aussi, si on avait vu dans le premier film les adultes, en fait, on savait déjà qui survivrait la partie enfant, tu vois. Donc ça aurait encore plus enlevé de l'attention pour moi, au final. D'ailleurs, à un moment, je me suis demandé si le film il aurait eu les couilles de le faire. Parce que quand on voit Stan qui se fait attraper par la femme du tableau et puis qu'on voit qu'elle lui suce la tête, je me suis dit putain quand elle va se relever, il va avoir le visage arraché et puis ils vont tuer Stan dans la première partie. Et je me suis dit putain non, ils vont quand même pas le faire et ils l'ont pas fait. C'est peut-être mal dans un sens. Ouais, j'y ai pensé aussi. Et c'est d'ailleurs le premier qui part du groupe à la fin. À la fin, quand ils sont tous main dans la main, c'est le premier qui part du groupe. Donc c'est un peu symbolique aussi, comme quoi c'est lui qui va y passer en premier dans la deuxième partie. On spoil la mort. Hein. Et il se suicide. Ouais, il se suicide. Ouais. Mais du coup, c'est bien montré parce qu'on voit qu'il est terrorisé quand on lui bouffe le visage là après. Il est pas bien. Il dit bande de connards, vous m'avez abandonné. On voit qu'il est déjà plus. Il y croit plus à l'amitié là, aux liens qui peuvent le sauver, que ses amis peuvent le sauver. Il y croit plus déjà. Il dit c'est bon. Trop pour moi là. C'est ça. Donc on se doute que 27 ans plus tard, quand il sera adulte, il supportera pas que la nouvelle quoi. Donc il préférera en finir lui-même. Ok. Je vous propose qu'on commence à conclure parce qu'on est déjà sur un peu plus d'une heure. Je pense que la conclusion c'est lisez le livre. Surtout. Allez lire le bouquin de Stephen King parce que c'est vraiment une perle. Pour moi c'est son meilleur. J'en ai pas lu beaucoup mais de ce que j'ai lu c'est son meilleur. Moi personnellement, n'ayant jamais lu le bouquin, ça m'a donné envie de le lire. Enfin, pas pour tout de suite parce que j'ai un tas de bouquins à lire à côté, mais je trouve que c'est un univers assez intéressant. Ouais. Il y a pas mal de complexité, puis plein de thématiques abordées parce qu'on parle beaucoup du clown et de l'intrigue autour du clown, mais il y a d'autres choses sous-jacentes qui sont intéressantes, comme un peu tout ce qui tourne autour de l'enfance, les angoisses de l'enfance, je sais pas, l'approche de l'adolescence. Il y a aussi tout ce qui tourne autour du racisme aussi. Enfin, c'est intéressant. Les choses sur l'homosexualité aussi, je crois. Oui, il me semble. Hein. Oui. Il y a beaucoup de thématiques. Hein. Ouais. Ça, Ok. Bon, je vous propose de passer à la troisième partie.